Bonjour à tous. Une question. L'association La Pérouse contribue-t-elle à la préservation de la biodiversité? Drôle de question, me direz-vous, n'est-ce pas? En visionnant l'échange qui suit, enregistré sur YouTube, avec Stéphane Buor, le directeur scientifique du Conservatoire botanique national de Brest, le CBN, vous comprendrez en effet comment La Pérouse, par l'intermédiaire de notre association, a pu effectivement être un des vecteurs de la préservation de notre biodiversité. Cet événement unique fut l'objet de la conférence que nous avons organisée lors des événements de Brest 2024 en juillet dernier et qui fut justement présentée par Stéphane. Vous découvrirez comment le CBN, donc ce Conservatoire botanique national de Brest, a réussi à réintroduire une espèce végétale disparue. Je dis bien disparue, si. Écoutez Stéphane Buor, c'est assez extraordinaire. Je rajouterai que plus que jamais avec l'association La Pérouse, Albifrance, on peut rajouter La Pérouse, l'aventure continue. Bonne audition, à bientôt. Comme vous l'avez vu sur le site du journal ou sur le journal de bord, nous avons participé au grand rassemblement de Brest 2024. C'était un bel événement puisque ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas pu y participer. Et à cette occasion, on a proposé à Stéphane Buor de nous joindre à la conférence qu'il a proposée depuis le CBN, qui est le Conservatoire botanique national à Brest. Et comme vous n'avez pas pu tous faire le déplacement et que vous êtes intéressés par ce sujet-là, on a proposé de vous le retransmettre avec un enregistrement de cette conférence avec Stéphane Buor, qui va se présenter et vous dire quelques mots du CBN. Donc, je répète, le CBN, c'est le Conservatoire botanique national de Brest. Stéphane, à vous. Bonjour à tous, bonjour Jean-Marie, merci de m'accueillir. Alors, je suis Stéphane Buor, botaniste et directeur scientifique des actions internationales du Conservatoire botanique national de Brest. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur les objectifs du CBN de Brest? Bien sûr. D'abord, qu'est-ce qu'un CBN? Qu'est-ce qu'un Conservatoire botanique national? C'est un établissement public qui est scientifique et technique. Il œuvre à la connaissance et à la conservation de la flore sauvage. Alors, en ce qui nous concerne, pour celui de Brest, il a 2 entités géographiques particulières, celle du nord-ouest de la France. On essaie de connaître cette flore et de la conserver. Et on travaille aussi dans des hauts lieux de biodiversité mondiaux. Donc, en France, au total, on a une 12aine de CBN qui se partagent le territoire national, métropolitain et outre-mer. Brest a une particularité bien spécifique, c'est qu'il est le premier du genre à avoir été créé parmi les conservatoires botaniques français en 1975. Et c'est aussi le seul conservatoire botanique national qui travaille à l'international, hors de son aire biogéographique. Donc, mon travail consiste à développer des partenariats avec des ministères, des ONG, des universités, spécialement dans les îles océaniques, mais pas que. On travaille beaucoup avec les archipels des Mascareignes, des Caraïbes, de Juan Fernandez au Chili, d'Indonésie, avec Madagascar aussi. Voilà. Et donc, l'essentiel de mon travail consiste à monter des projets en partenariat, projets de collaboration en partenariat, pour développer des structures de conservation, comme par exemple des jardins, des conservatoires botaniques, et à essayer de travailler avec nos partenaires à des sauvetages, des conservations d'espèces et à la réhabilitation d'habitats naturels. On a entendu plusieurs mots qui nous intéressent, en particulier l'archipel des Mascareignes, parce qu'avec l'histoire de la Pérouse, on sait qu'il y a des accointances. Et
on sait que vous avez travaillé sur des sujets qui ont un rapport avec l'expédition La Pérouse. En particulier grâce à Alain Conan qui vous a ramené depuis ses recherches au fond de l'océan des graines. Et si je ne me trompe pas, ce sont des graines de Banksia. Est-ce que vous pouvez nous dire le rapprochement qu'on peut faire entre vos travaux et ces graines précisément? Merci. Alors pour ça, il faut remonter à très très loin, il faut remonter au 1er août 1785. C'est la date du départ, en fait, de la Pérouse, départ de Brest. Absolument. Donc, on a déjà le contexte de la géographie, Brest, pour ce tour du monde, hein, à vocation exploratoire, scientifique. Et il se trouve que quelques années après ce départ, la Pérouse et son équipage, en janvier 1788, étaient en Australie, à Botany Bay, pour évidemment continuer ce travail d'exploration, découvrir les cultures humaines, découvrir l'histoire naturelle, la faune, les flores, etc. Et notamment pour herboriser aussi sur ce territoire de Botany Bay. En mars 1788, donc quelques semaines plus tard, est arrivé l'épisode funeste de Vanikoro où les deux bateaux de l'expédition, l'Astrolabe et la Boussole, ont été pris dans une tempête et ont sombré, la Boussole sombrant dans une faille de l'île de Vanikoro dans l'archipel des Salomon. Les années, les siècles ont passé et après de nombreuses campagnes de recherche, en 1986, c'est l'association effectivement Salomon, soutenue par la Marine nationale, qui a remonté de l'épave de la Boussole un certain nombre d'objets, d'instruments, des ossements également, et des graines. Et un peu plus tard, en 2010 seulement, on a été contacté par l'association Salomon pour essayer d'étudier les 6 graines qui avaient été récoltées en 1788, probablement par le jardinier de bord, le jardinier botaniste Collignon. Donc, des graines qui ont 235 ans aujourd'hui et qui auraient passé 198 ans dans l'eau salée. Voilà. Alors, ces graines nous sont arrivées à Brest via le musée d'histoire maritime de Nouvelle-Calédonie à Nouméa, où elles étaient conservées. Et pour nous, évidemment, c'est un moment à la fois exaltant, mais aussi émouvant, hein, de recevoir un patrimoine historique comme celui-là, historique et biologique. Un témoin, finalement, de l'escale en Australie de la Pérouse. Et on a pu identifier l'espèce dont il s'agissait. Il s'agissait d'un Banksia ericifolia, donc littéralement un Banksia à feuilles de bruyère, qui s'appelle aussi le Banksia lanterne aujourd'hui, une espèce qui n'est pas spécialement rare, mais elle est endémique de Nouvelle-Galles du Sud. Voilà, donc elle est vraiment propre à cette région de l'Australie, et on peut être absolument certain que les graines qui ont été découvertes sur l'épave ont été collectées lors de la dernière mission à Botany Bay. Voilà. Et puis on avait une mission. La mission, c'était de répondre à la question, est-ce que ces graines sont encore viables? Est-ce qu'on va enfin exaucer le souhait des scientifiques du 18e qui souhaitaient ramener ces graines en métropole, à Brest, puis au Jardin du Roi, au muséum aujourd'hui à Paris, et avoir finalement un rescapé vivant du voyage de l'expédition La Pérouse. Donc voilà quel était le challenge. Alors pour nous, évidemment, c'est une opportunité historique, hein, de pouvoir avoir accès à ce matériel, ce qui nous a permis ensuite de monter un programme scientifique inédit et original avec nos partenaires. Il faut savoir que
on est en droit d'espérer des résultats positifs à ce moment de l'aventure, parce que on connaît des espèces qui ont été ressuscitées, entre guillemets, c'est-à-dire dont à partir de graines très anciennes, certaines espèces qui peuvent avoir des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'années dans certains cas. On a le cas d'une petite silène Stenophylla, dont on a retrouvé quelques graines dans le permafrost sibérien et qui ont germé après plus de 30 000 ans dans le sol gelé. Donc, voilà où on en était lorsqu'on a commencé à lancer les travaux. Vos travaux ont consisté en quoi et ça nous a amené où? Et, et encore une fois, ce que nous, on cherche, on a compris maintenant qu'il y a un rapport avec l'expédition. Et où est-ce qu'on en arrive à ce stade maintenant et qu'est-ce que ça vous a permis de développer? Alors, les travaux qu'on a menés sur le Banksia de la Pérouse, on a essayé de le faire en 2 temps et de manière scientifique. On aurait pu évidemment mettre ces graines à germer en se disant, bon, peut-être qu'on va obtenir quelque chose ou pas. Mais si on avait obtenu un résultat négatif, on n'aurait pas eu d'enseignement sur l'état des graines, leur comportement, où on pouvait en venir, etc. Donc, on a essayé de développer un protocole en fait scientifique en 2 phases. La première phase, c'était essayer de diagnostiquer la viabilité contenue dans les graines. Et dans l'hypothèse de graines viables, on s'est dit qu'il fallait mettre au point, dans un deuxième temps, un protocole de culture de la graine, probablement pas entièrement viable, donc de zones simplement viables, ce qui imposait d'imaginer une régénération à partir de massifs cellulaires in vitro plutôt. Donc on a commencé à réfléchir à un protocole de ce côté-là, au cas où on aurait eu quelques parcelles de vie à l'intérieur des graines de Banksia. Voilà. Donc, d'abord, la première phase, c'était un diagnostic. Il fallait essayer d'observer ce matériel qui nous était arrivé. Alors d'abord, c'était très étonnant, parce que quand les graines nous sont arrivées de Nouméa, en les déballant soigneusement, elles étaient dans une enveloppe cachetée, etc., avec tout le cérémoniel qui convenait, j'ai été frappé de voir l'aspect des graines. Des graines avec un aspect charbonneux, exactement comme des graines contemporaines. Alors, pour essayer de comparer, on a fait venir des cônes, des fruits et des graines de Banksia de Botany Bay. Ces graines, on a pu les comparer. Des graines contemporaines, des graines actuelles, Ah oui, oui, c'est ça. c'est ça. Voilà, des Ok. graines fraîches, des graines fraîches. Et donc, en les comparant morphologiquement, de prime abord, c'est vrai que ces graines étaient intactes. C'est-à-dire qu'on a observé, je vais parler un peu de botanique, mais les valves du follicule, on a observé les séparateurs, les ailes foliacées, tout était intact d'un point de vue structurel. Alors ensuite, évidemment, on a essayé d'aller plus loin et pour ça, il fallait nécessairement réaliser des coupes pour observer les tissus, pour observer les cellules. Donc d'abord, on a pris les graines récentes, les graines contemporaines, et on les a préparées, on les a desséchées, on les a incluses dans de la résine, de manière à pouvoir les couper en lamelles très fines et pouvoir les observer en microscopie photonique et en microscopie électronique à transmission. Donc on a fait ça avec l'INRA de Dijon et avec le centre Végénove qui est situé dans le Finistère. Et en observant les graines fraîches, on voyait très bien les ébauches de tissus, les jeunes vaisseaux conducteurs, les cellules, leurs membranes, les noyaux, les inclusions lipidiques, les mitochondries, tout. Donc là, on avait une image de référence et on a essayé de comparer ces images de référence avec le test sur les graines issues donc de la boussole. Alors, dans un premier temps, après avoir développé le même protocole, on a coloré les tissus pour pouvoir mieux les reconnaître et on s'est aperçu qu'on avait un état de conservation relativement bon de ces graines
avec des téguments, c'est-à-dire ce qui entoure finalement la graine qui était très bien conservée. Les coupes montraient aussi des cellules de parenchyme qui étaient très bien conservées. Et ensuite, on voyait un noyau de cellules, techniquement on les appelle des cellules sclérenchymateuses, qui sont des cellules contenues dans les parties centrales, plus proches de l'embryon. Et en zoomant tout ça, pour essayer de comprendre, maintenant qu'on les avait identifiées, où étaient les cellules éventuellement vivantes, et bien c'est là qu'on s'est aperçu en fait que ces graines anciennes qu'on peut comparer à des ballons, un peu comme imaginez un ballon avec une enveloppe qui s'appelle le tégument, eh bien au cours des décennies passées dans l'eau de mer, ces réserves et l'embryon s'étaient résorbés de telle sorte que ce qu'on voyait en microscopie, c'était les téguments presque apposés l'un à l'autre, avec très peu de cellules sclérenchymateuses entre les deux. Donc potentiellement des cellules vivantes. Et en zoomant sur ces cellules, on a observé que leur contenu était très dégradé, vidé. On n'a pas observé de noyau, on n'a pas observé de mitochondries, pas de globules lipidiques, donc pas ce qui puisse caractériser la vie. Et on en a déduit en fait, et un peu logiquement, hein, très logiquement même, vu le temps passé dans l'eau de mer en conditions hostiles, que ces graines avaient été morphologiquement bien conservées, mais malheureusement le contenu, et notamment les zones embryonnaires et cotylédonaires, étaient complètement mortes. Voilà. Donc c'était la conclusion de cette étude, qui était assez prévisible a priori, mais il importait d'avoir une preuve scientifique et de pouvoir comprendre le comment du processus de vieillissement de ces graines. Alors, Bref, on peut résumer que la forme était là, mais pas le fond. oui, exactement, exactement. Voilà, ok, merci. Mais on peut aussi dire que grâce à ces travaux, on a pu mettre au point, perfectionner, disons, notre méthodologie et les protocoles de détection des tissus vivants, ce qui est utile pour les opérations de conservation d'espèces, surtout quand elles sont au bord de l'extinction, avec très peu de spécimens présents. Et donc, combien de temps vous avez travaillé sur ce protocole des graines de Banksia pour essayer de comprendre un petit peu leur statut? Je dirais qu'au total, entre les étapes passées, entre la réception, le conditionnement, etc., et le travail réalisé à l'INRA de Dijon, on a réalisé ces travaux en une année. Et donc, ces protocoles qui vous ont permis de vous ouvrir, j'allais dire, des voies ou des chemins de prospection, ils vous ont servi à quoi aujourd'hui et qu'est-ce que ça nous apporte? Ben pour nous, en fait, ça a été l'occasion d'appliquer ces recherches au domaine de la conservation, puisque c'est notre cœur de métier. Et donc, ces recherches ont permis de contribuer à notre projet de régénération des espèces disparues à partir de semences anciennes. Ça, c'est super, ça. Voilà. Donc, c'est un enrichissement pour ces travaux qu'on mène déjà depuis un certain nombre d'années. Et quand on a identifié des espèces disparues, il en existe beaucoup malheureusement dans le monde, mais principalement sur les territoires des hauts lieux de biodiversité où on travaille. Là, on a monté un programme de conservation à partir de graines d'espèces éteintes, mais de graines anciennes. Alors les graines anciennes, on va les chercher où? On va les chercher dans les herbiers anciens, mais on peut aussi aller chercher dans les sols anciens. Et donc, on a des témoignages, des références qui nous montrent que certaines graines, même parfois d'espèces très humbles, de petite taille et qu'on côtoie au quotidien, peuvent avoir une viabilité de plusieurs centaines d'années, que ce soit en herbier ou en banque de graines.
dans les banques du sol. Et donc, notre objectif, nous, c'est toujours de travailler pour un objectif conservatoire. Autant les graines de Banksia n'étaient pas des graines d'espèces menacées, mais néanmoins, les travaux que l'on a pu réaliser sur cette espèce ont permis de développer un protocole utile dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Donc, en utilisant les mêmes protocoles de diagnostic, de détection des tissus vivants ou morts, et ensuite d'imaginer, s'il reste un peu de vie, développer et de régénérer ces espèces par le recours notamment aux biotechnologies végétales. Alors, il faut quand même citer quelques exemples parce qu'il y a eu de nouveaux développements et il y a eu des réussites aussi. Donc, tous ces travaux mis bout à bout ont des résultats positifs. On a développé un programme original et plutôt novateur dans le domaine de la préservation de la biodiversité, avec, je citerai deux exemples, un programme de recherche de viabilité dans les graines conservées en herbier, notamment pour les espèces éteintes des Balkans. Ça, c'est un programme qui nous a occupés pendant plusieurs années, avec notamment la redécouverte d'une espèce Silene guicciardi, la silène de Guicciardi, une espèce qu'on pensait éteinte depuis 1857. Donc ça, c'était une belle réussite. Et puis, également, un programme réalisé sur une espèce éteinte de l'île Maurice, qui est en fait la mise au point d'un protocole technique de sauvetage d'une espèce au bord de l'extinction, et même éteinte en ce qui concerne Cylindrocline lawrencei, donc le cylindrocline de Lawrence, pardon, qui est une espèce mauricienne disparue dans les années 90 et dont il restait à Brest quelques graines dans notre banque de graines à moins 18 degrés. Alors, cette espèce-là, elle est pour nous très, très emblématique parce que on était les seuls, en fait, détenteurs de matériel biologique qui permettent de sauver cette espèce-là. De la même façon, on a développé un protocole de germination, voir si ces graines étaient encore viables. On s'est aperçu qu'elles ne l'étaient plus. On a voulu savoir si elles contenaient encore de la vie. Donc, on a fait des tests de coloration au tétrazolium, voir si certaines zones étaient colorées en rouge ou en blanc, ce qui signifie qu'elles sont ou vivantes ou mortes. Et on s'est aperçu que dans ces graines, il y avait de la vie. Il y avait encore de la vie. Simplement que cette vie était résumée à l'état d'amas cellulaire, encore vivant, incapable de germer naturellement, comme un embryon aurait pu germer naturellement, une graine aurait pu germer naturellement. Donc, pour essayer de régénérer finalement des plantes entières, il fallait forcément avoir recours, non pas à une technique de jardinier, mais aux techniques de biotechnologie. Donc là, on a in vitro, on a travaillé avec nos collègues de l'INRA, dans le Finistère, et avec Génov, des professionnels des biotechnologies. Et on a réussi, en excisant les amas cellulaires encore vivants, en les plaçant in vitro, à réussir la culture de l'embryon de cette espèce Cylindrocline lawrencei et à régénérer des plantules, des petites plantules entières. Et une fois sortis des tubes, on a réussi aussi à la multiplier, à la micropropager. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025, eh bien, on achève seulement le programme de multiplication à grande échelle de cette plante, le rapatriement de cette plante dans son milieu naturel à l'île Maurice avec nos partenaires mauriciens des parcs nationaux, et sa réintroduction en milieu naturel, puisque évidemment, il fallait retrouver, pour boucler la boucle, il fallait que cette plante puisse continuer à évoluer et à vivre sans besoin des hommes, et pour ça, il fallait réhabiliter aussi son habitat naturel qui était extrêmement dégradé et qui avait causé sa disparition. Donc, c'est un travail de très long terme qui s'achève d'une certaine façon, puisque à l'été dernier, on a rapatrié une dernière centaine de plants de Cylindrocline lawrencei sur l'île Maurice,
dans son habitat naturel, dans la réserve naturelle de Pétrin. Et vous voyez comment de graines seules survivantes, seul témoignage de l'existence de cette espèce, depuis ces graines-là, on a réussi à amener tout un processus, protocole compliqué, jusqu'au retour de l'espèce en nature. Et donc, les travaux que l'on a pu mener sur le Banksia de la Pérouse ont contribué à enrichir notre réflexion et nos méthodes et nos techniques pour réussir des sauvetages comme cela. Oui, c'est assez fantastique. Si je me permets de résumer ça dans un langage beaucoup plus commun, vous avez retrouvé des graines qui étaient en incapacité totale de germer, mais par du travail de biotechnologie, vous avez réussi à régénérer l'espèce et à la rendre à la vie. On peut le dire comme ça. Oui, alors on ne lui a pas donné la vie parce qu'elle la contenait déjà, mais si on n'avait pas utilisé ces méthodes particulières de PMA, un peu finalement, on n'aurait pas réussi à obtenir une plante avec des racines, des tiges, des feuilles. Donc il a fallu la main de l'homme finalement pour exprimer cette viabilité résiduelle dans les graines. Avant de vous demander et demain qu'est-ce que ça sera, je voulais juste me satisfaire aussi euh, avec une coïncidence heureuse de savoir que c'est à l'île Maurice que vous avez procédé à cette introduction en 24, puisqu'on sait, nous, euh, passionnés de la Pérouse, qu'il y a passé un temps extraordinaire, qu'il y a trouvé sa femme qui a été fidèle jusqu'au bout. Et l'image est, d'un point de vue de l'émotion, euh, assez singulière. Mais ma question est évidemment maintenant, c'est et ensuite, qu'est-ce qu'on peut imaginer ou qu'est-ce qu'on peut développer par rapport à toutes ces techniques du Ah CBN, ben, puisque c'est votre travail, vous. dans le même ordre d'idée, on peut développer ces travaux-là, mais dans un champ, je parlais des herbiers. Il faudrait, à mon avis, creuser un peu parce qu'il y a certainement des choses à faire. On a pour seul témoignage parfois d'espèces qui ont existé sur Terre, qui sont aujourd'hui disparues, mais parfois disparues depuis assez peu de temps. Donc on peut trouver dans les herbiers peut-être des graines et une vie encore présente dans au moins une partie des graines. Donc, ça serait intéressant d'appliquer ce travail à des graines d'herbier. Euh, on peut aussi l'appliquer à des espèces qui sont au bord de l'extinction, pas encore complètement éteintes. On a toujours sur l'île Maurice, on y est aussi très attaché. Moi, j'y travaille depuis quasiment 35 ans. Donc, je connais à la fois bien les partenaires, bien les enjeux et bien les espèces de l'île Maurice. Et parmi celles-ci, il y a un cas très intéressant qui aurait sûrement passionné la Pérouse, c'est celui du palmier solitaire de Cure-Pipe, le lonely palm, comme disaient les Anglais. C'est-à-dire le palmier solitaire, en fait, c'est une espèce de euphorbes, un genre de palmier endémique de l'île Maurice, c'est-à-dire qu'on ne le trouve qu'à l'île Maurice, et qui aujourd'hui se résume à un seul individu. L'espèce ne se résume qu'à un seul individu, le dernier des Mohicans en quelque sorte, qui se trouve dans un jardin botanique, probablement parce que la forêt ayant décliné partout autour de lui, ce palmier a été finalement rejoint par le développement de la ville. Mais ce palmier unique, pour moi, c'est aujourd'hui le centre de nos travaux dans ce domaine-là. C'est-à-dire que c'est une plante qui est incapable de donner des graines Wow. parce que ces graines sur l'arbre peuvent péricliter assez vite au cours de leur maturation. Il faut 2 ans aux graines de Iophorbe pour pouvoir être mûres. Donc, il faut qu'elles passent 2 ans sur l'arbre, ce qui est très, très difficile vu les conditions météo à Maurice, des cyclones, des tempêtes, des oiseaux aussi qui viennent évidemment se délecter des fruits, et puis des singes. Donc on a beaucoup de soucis pour obtenir des graines matures et on n'y arrive pas. Plusieurs botanistes anglais, américains s'y sont cassés les dents. Donc l'idée, ce qu'on voudrait faire, c'est
laisser les graines maturer très peu de temps sur l'arbre, quelques mois, les prélever alors qu'elles seraient immatures et cultiver les embryons immatures in vitro pour les pousser un peu et finir le développement finalement en tube et essayer d'obtenir des plantules de Euphorbia amaricolis. On y travaille déjà au conservatoire depuis pas mal de temps. On commence à avoir des résultats intéressants sur une espèce très proche. Il suffirait de le convertir à l'espèce cible. Donc aujourd'hui, ce qui pour nous est la poursuite de ces travaux menés sur le Banksia, eh bien, ce sont les travaux que l'on mène sur le Euphorbe amaricolis, le palmier solitaire de Curpipe à Maurice. Bon, et en point final, vous êtes optimiste alors par rapport à ce processus? Pour Par ce rapport au palmier processus solitaire? du Euphorbe, oui, je pense qu'il faut être, de toute façon, il faut y croire. Ça paraît un peu fou de partir de cas aussi désespérés, mais en même temps, on a des exemples de cas désespérés, pas seulement chez les plantes, on en a aussi chez les animaux. Quand on pense au bison d'Europe, le bison d'Europe, aujourd'hui, on en connaît des milliers d'exemplaires, mais il faut savoir qu'il était au bord de l'extinction au milieu du XXe siècle, il en restait uniquement 7 spécimens, c'est tout. Donc, c'est rien du tout. Et on peut partir de très petits effectifs pour finalement obtenir aussi des populations significatives qu'aujourd'hui on réintroduit en nature. Le bison d'Europe, on peut dire, est sauvé de l'extinction. On est un peu dans le même cas de configuration avec le Ioforme, mais c'est toujours de l'innovation, c'est toujours une aventure en fait scientifique, mais humaine aussi, parce que ça nous amène à rencontrer des gens. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, quelque part, on est un peu dans la configuration aussi de l'aventure qui a guidé la Pérouse au cours de sa vie, au cours de ses périples. Ben, c'est magnifique. Ben, écoutez, on va se donner rendez-vous au prochain rassemblement brestois et on espère qu'on aura une aussi bonne nouvelle que celle qui a, a été effectuée à l'île Maurice récemment. Oui, j'espère qu'on pourra aller aussi jusqu'au bout de la nouvelle aventure sur ce palmier et pouvoir faire en sorte que l'aventure rebondisse. Absolument. Eh ben, écoutez, Stéphane Bord, bravo au CBN. Et puis, ben, continuez. Nous, à l'association La Pérouse, on va suivre et on sera avec et derrière vous pour continuer à voir ce développement absolument réjouissant par rapport à tout ce qui se passe dans l'évolution végétale et animale du moment, qui est plutôt parfois assez inquiétante. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.